Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce jeudi, du pain, ça y est, c'est fini. Le mot d'ordre de grève a été levé par la Fédération nationale des boulangers. Une rencontre avec les meuniers et la ministre du Commerce a permis de lever presque tous les équivoques. Le sac de farine coûte désormais 16 800 francs CFA. Nous ferons le point dans ce journal. Le corps sans vie d'un homme criblé de balles a été retrouvé ce matin à Ziguinchor. Les circonstances de sa mort sont encore méconnus. Boubacar Diassi nous en dira plus. Des liasses de faux billets de banque en euros interceptés par la police de Guinaw Rail. 2 étrangers interpellés dans cette opération. Ils sont gardés à vue pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque. Pagaille dans l'octroi des passeports diplomatiques. Le gouvernement déterminé à une plus grande rationalité dans l'octroi de ce document officiel. Qui doit en bénéficier et dans quelles conditions? À suivre les explications d'un ancien ambassadeur. Risque de santé publique suite à l'épizootie de la grippe équine. Les chiffres sont effroyables. 42 000 équidés malades, près de 3 000 morts. Comment contrer le virus? Que faire des cadavres? Le directeur du développement des équidés au ministère de l'élevage, Dr Amadou Bassirou Fall, est notre invité de ce soir. Et puis CAN U17 2019, les Lionceaux au bord de l'élimination, battus 2-1 face à la Guinée. Ils n'ont plus leur destin en main. Nous verrons tout cela dans cette édition avec Cher Sadibou Diarra. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. La grève des boulangers n'aura duré que 24 heures. Le mot d'ordre de grève a été levé. Ils ont eu gain de cause sur le prix du sac de la farine. Son coût est désormais fixé à 16 800 francs CFA et un nouveau format du pain sera introduit dans les prochains jours. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Tcherno Laurent Mendy. Ouf de soulagement pour les consommateurs privés du pain pendant 2 jours. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal décide de lever son mot d'ordre de grève après 4 heures de négociations avec la tutelle. Nous savons tous les efforts que les autorités ont faits. Quand même, nous n'allons pas... C'était dans un cadre uniquement. Si vous permettez, Madame la ministre, effectivement, au vu de tous ces éléments que vous venez d'entendre, et la Fédération nationale des boulangers, en accord avec la RBS ici présente, nous avons fait la levée du mot d'ordre de grève. Les meuniers, pour leur part, revoient le prix de la farine, 700 francs de moins sur le prix du sac. On a bien mesuré, je dirais, les enjeux et compris qu'il fallait qu'on fasse d'énormes sacrifices pour revenir un peu à une situation normale, pour pouvoir envisager un futur meilleur. Et c'est ainsi que nous avons accepté de descendre les prix de 17 500 à 16 800. Disons une baisse de prix de 700 francs qui impacte naturellement nos marges de plus de 600 millions par mois. Sortie de crise pour le ministère du Commerce qui annonce des mesures fortes allant dans le sens d'assainir le secteur de la boulangerie. En ce qui concerne les autres points de revendication des boulangers, à savoir l'introduction d'un autre format, l'encadrement des marges de distribution, mais également d'autres aspects, il faut souligner que une commission technique se réunira dès mardi pour travailler sur l'introduction du nouveau format de pain et également sur l'encadrement des marges de distribution. Nouvelles dispositions, nouvelles réglementations, nouveaux formats. Rendez-vous est donné la semaine prochaine pour des solutions définitives. Voilà, le ronronnement des fours sera entendu dès ce soir dans les boulangeries du Sénégal. Retenez également que la commission technique chargée du suivi se réunit mardi prochain pour échanger sur ces nouvelles réglementations du secteur. Macabre découverte à Ziguinchor, un homme de 35 ans a été retrouvé, le corps criblé de balles. Le drame aurait eu lieu hier soir. Les populations affichent une peur bleue quant à leur sécurité. Boubacar Diassi, Lamine Mandiang.
C'est la consternation au quartier Lindiane, cité Palmier de Ziguinchor, où un homme âgé de 35 ans est froidement abattu dans la nuit de mercredi à jeudi. La victime, du nom de Nazer Diédhiou, se rendait aux toilettes. Nazer Diédhiou, l'homme qui a été froidement abattu hier vers les coups de 23 h. L'individu aurait pris la fuite. Jusque-là, l'enquête est en train d'être menée par la police et on n'a pas encore une chose assez claire par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce qu'il vit avec sa famille ici? Il vit avec sa femme et ses 2 enfants, plus également d'autres enfants qu'il a à sa disposition. Ce drame remet sur la table la question de la sécurité des populations des quartiers périphériques de Ziguinchor. Effectivement, c'est parce que nous sommes à Lindiane. C'est un quartier pratiquement délaissé. Et là, par rapport aux questions sécuritaires, il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de gens, ne serait-ce que pour dissuader les gens qui sont mal intentionnés, qui seraient amenés à commettre de tels actes. Le frère de la victime réclame même la construction d'un commissariat dans le vaste quartier de Lindiane. Et nous également, nous lançons encore cet appel-là parce que nous en avons besoin pour que l'on puisse, que l'on cesse de vivre en tout cas certains actes comme ceux-ci, car c'est triste, c'est triste. Les voisins de Nazer Diédhiou disent n'avoir pas pu dormir depuis la survenue du drame, de peur d'être les prochaines victimes. La brigade de recherche du commissariat de Guinaouraï a arrêté 2 personnes de nationalité étrangère pour détention de faux billets de banque. Ces individus avaient à leur possession 42 billets de 100 €. L'opération a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 avril dernier. Les mises en cause sont placées en garde à vue. Voyons tout cela avec le commissaire Oumar Ba. Dans la nuit du 15 au 16 avril, nous avons organisé une opération de sécurisation de 22 h à 6 h 30 du matin. Et de retour de cette mission de sécurisation, les éléments de la brigade de recherche du commissariat ont conduit et mis à notre disposition 2 individus pour détention et tentative de mise en circulation de faux signes monétaires étrangers. Lors de la patrouille, arrivés à hauteur du marché Mamdiara, ils ont été informés par un commerçant de la présence de 2 individus dans son magasin et qui voulait faire du change d'un billet de 100 € en CFA. Mais puisqu'il avait détecté quand même qu'il avait des soupçons par rapport à la qualité du billet, il en a informé les éléments qui étaient dans le secteur qui sont venus pour la prise en charge de ce dernier. Et une fois sur le lieu, ils ont trouvé en possession de ces gens-là de 42 billets de banque de 100 € chacun. Donc, ils ont été amenés au service pour l'ouverture d'une enquête. Dès lors, nous avons donc saisi la police scientifique, la division de la police technique et scientifique, pour nous édifier sur la qualité de ces billets de banque. De là, ce service nous a certifié que ces billets de banque étaient également de faux billets, étaient véritablement de faux billets de banque. Les forces de sécurité et de défense du Sénégal et de la Mauritanie se sont rencontrées à Saint-Louis, à la zone numéro 2. Des séances de travail et des réunions conjointes ont été tenues afin d'établir des liens de confiance entre les 2 pays. L'échange de renseignements est désormais privilégié pour une meilleure sécurisation des personnes et des biens. Ousseynou Diop, Habib Seck. La zone numéro 2 a reçu des hôtes de marque des 6e et 7e régions militaires de la République islamique de Mauritanie. Durant 72 heures, les forces de défense et de sécurité ont mis à profit leur rencontre pour tenir des séances de travail et une réunion conjointe d'échange afin d'établir des liens de confiance et consolider les relations entre les forces de défense et de sécurité sénégalaises et celles mauritaniennes. Pour cela, il a été prôné une consolidation et un encouragement dans l'échange de renseignements entre autorités des 2 pays, mais aussi assuré à travers des patrouilles mixtes, la sécurité transfrontalière et la protection des populations. Les défis que nous avons en commun, vous savez que nous partageons une frontière très longue et qui est en de nombreux endroits poreuse. Et vu le contexte sécuritaire actuel, il est normal que de temps en temps, annuellement, qu'on se mette ensemble, qu'on discute des problèmes de sécurité qui peuvent survenir au niveau de la frontière et surtout
qu'on élabore des stratégies. Les autorités mauritaniennes sont satisfaites de cette visite et préparent déjà la visite de la partie sénégalaise dans quelques mois. Et nous nous réjouissons du degré que nous avons atteint en matière de coopération entre nos deux armées, ce qui aura des incidences certaines pour la protection des populations, de leurs biens, et facilitera certainement la traversée entre nos populations, entre nos deux pays. Une réunion de planification est prévue en décembre 2019, ainsi que des rencontres culturelles et sportives entre forces de défense et de sécurité. Pour la phase protocolaire, des cadeaux ont été offerts aux hôtes mauritaniens par le commandant de la zone militaire numéro 2. Et puis ces chiffres catastrophiques relatifs à l'épizootie de la grippe équine, 42 000 cas recensés dans tout le territoire national, près de 3 000 morts. Docteur Bassirou Fall, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La situation est presque catastrophique, il y a beaucoup de cas. Quelle est la réalité des chiffres aujourd'hui? Je vous remercie d'avoir bien voulu me donner l'opportunité de parler de cet épisode aussi. Je pense que la situation n'est pas catastrophique. Elle est inquiétante, certes, parce qu'il s'agit du moteur de l'agriculture. Vous savez, le Sénégal est un pays qui compte sur l'agriculture pour se développer. Et l'agriculture familiale repose sur les équidés. Donc l'énergie équine est une source d'énergie renouvelable particulièrement importante dans les opérations culturelles, mais également comme moyen intermédiaire de transport. J'entends bien, mais on peut s'arrêter un moment sur les chiffres. 42 000 cas recensés, près de 3 000 morts, c'est grave. 42 000 cas, c'est des malades. Oui. Il y en a qui sont en train d'être traités. Oui. Et il y a au total 3 000 morts. Alors, qui sont en train d'être traités, c'est intéressant d'arrêter là-dessus parce qu'on nous a dit que le traitement n'existe pas. Lorsqu'il s'agit de la grippe équine, qui est une maladie virale due à un virus influenza A, de type A, c'est une maladie respiratoire virale très contagieuse et pour laquelle il n'y a aucun traitement spécifique. D'accord. Et donc, le ministère de l'élevage a demandé aux propriétaires et éleveurs de chevaux, en plus de la possibilité de traiter avec des antibiotiques et des vitamines pour donner, contrôler la gourme, oui. A donné la gourme qui est une maladie bactérienne due à donc opportuniste. C'est des opportunistes. Exactement. Vous savez, dans l'appareil respiratoire, il y a des germes de portée qui, en temps normal, ne sont pas pathogènes. Parce que l'animal les maîtrise. L'animal a dans son organisme des anticorps. Donc la gourme est due à la grippe équine. Streptococcus equi. Très bien. Des bactéries. Maintenant, la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est respecter les mesures. Lorsque, par exemple, on a des chevaux malades, il faut isoler les malades, les mettre en quarantaine, enfouissement des cadavres, entre deux couches de chaux vives. Ensuite, il faut limiter toutes les activités qui provoquent le regroupement des chevaux. Vous savez, au Sénégal, toute l'économie rurale repose sur les équidés. Vous savez que les loumes dans le bassin arachidier sont plus nombreux. Les marchés Louma sont plus nombreux dans le bassin arachidier. Et donc, du coup, c'est des occasions de rencontre des chevaux, des équidés. Et puisque c'est une maladie hautement contagieuse et que, en fait, c'est les sécrétions respiratoires qui contiennent le virus, lorsque les animaux sont en présence, il se passe le virus par aérosol. Il faut les arrêter, ces marchés aujourd'hui? Moi, je pense que tout regroupement de chevaux favorise la contamination des chevaux sains. Précisément, les marchés Louma, il faut les arrêter, c'est ce que vous nous dites ce soir. Au niveau des courses hippiques, le président Chernian, président des courses hippiques, a arrêté les courses. La Fédération sénégalaise des sports également a arrêté les courses. Dans certaines régions, suivant la prévalence de la maladie, l'autorité administrative régionale doit prendre un arrêté pour interdire tout regroupement de chevaux, que ce soit un louma, que ce soit une activité sportive. Et donc, moi, je pense que c'est un choix à faire. On sait que c'est une maladie contagieuse, que les animaux se passent lorsqu'ils se rencontrent. On évite les rencontres, on évite que les animaux passent d'une ville à une autre, parce qu'en fait, la transmission, elle peut se faire par des vecteurs animés et par des vecteurs
inanimés. Deux dernières questions. Quid des cadavres? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2700 morts. On s'approche de la saison des pluies. Si rien n'est fait, c'est la catastrophe. Le tracteur de l'agriculture est menacé. Les cadavres, on doit les enfouir entre deux couches de chaux vives ou les brûler pour éviter que les virus quittent le cadavre pour aller contaminer les animaux sains. Donc ça, c'est des mesures que le ministère de l'élevage a prodiguées, a donné des conseils qu'il a donnés à tous les éleveurs, aux propriétaires. Et nos agents sont nous avons renforcé la capacité d'intervention. L'État a pris tout de suite des mesures fortes. Dès que le laboratoire national d'élevage a confirmé qu'il s'agit de la grippe équine qui arrive pour la première fois au Sénégal. Oui, et pour la première fois, vous l'avez dit, ça a été évoqué hier lors du Conseil des ministres. Juste une question, pourquoi y a-t-il plus d'ânes qui meurent que de chevaux? Vous savez, l'âne est laissé à lui-même. Oui. Ils ne font l'objet d'aucun soin. En général, quand il s'agit des chevaux, ils sont logés, nourris, soignés. Par contre, les ânes sont laissés à eux-mêmes. Et je pense que cela doit être revu. Il faut qu'on accorde beaucoup d'importance au bien-être des ânes, au bien-être des équidés en général. Et puis, je pense que les propriétaires ne doivent pas tout attendre de l'État. J'ai mon cheval, c'est mon gagne-pain, il est malade, je dois mettre la main à la poche pour le traiter. Oui. Dernière question pour finir. Donc, ce n'est pas une zoonose, mais y a-t-il risque de transmission des équidés vers d'autres espèces qui pourraient nous menacer, nous les humains? Pas du tout. Oui. Ce n'est pas une zoonose. La grippe équine, elle est différente de la grippe humaine. Oui. Elle est différente de la grippe aviaire. Chaque grippe a des sous-types de virus qui sont responsables de cette grippe. Et donc, c'est important que les populations retiennent, sachent que ce n'est pas une zoonose. Les équidés ne peuvent pas contaminer les ruminants, les vaches, les moutons, les chèvres. Donc, chaque espèce animale a sa grippe. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Fini la légèreté dans la distribution des passeports diplomatiques. L'État va mettre en place de nouveaux passeports diplomatiques en vue d'une plus grande rationalité dans leur octroi. Pourtant, seuls les diplomates et quelques notabilités suivant une dérogation sont habilités à détenir ces passeports diplomatiques. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Le chef de l'État a sûrement mesuré le niveau d'inflation de la délivrance des passeports diplomatiques. Et pourtant, il y a un texte qui réglemente l'attribution qui a réellement droit à un passeport diplomatique. Au départ, c'est les diplomates qui exercent la fonction, qui sont les envoyés de l'État à l'extérieur, qui ont droit à ce passeport diplomatique. On a constaté par la suite beaucoup de dérogations. Le Sénégal étant ce qu'il est, quand une personnalité traditionnelle, religieuse ou autre voyage, il pense que le passeport diplomatique la protège, cette personnalité. Et on en a donné dans le passé. Il est arrivé même qu'après le départ du président Abdou Diouf, que le nouveau président arrivé au pouvoir, le président Abdoulaye Wade, et annulé tous les passeports diplomatiques parce qu'il y avait problème. Une exception devenue la règle, un problème pas facile à résoudre. C'est le ministère des Affaires étrangères qui délivre les passeports aux ayants droit et les dérogations relèvent de l'autorité suprême. Seul le ministre a la possibilité de signer le passeport. Mais si quelqu'un s'adresse au chef de l'État avec une lettre ou par voie détournée ou au cours d'une audience, c'est toujours difficile au chef de l'État de dire « vous n'y avez pas droit ». Il faut étudier par ces services ils font des propositions. Et c'est à ce niveau, je pense que la plus grande rigueur doit être exercée. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères qui accorde les dérogations. C'est lui qui applique les textes. Il faut agir et éviter ainsi la banalisation du document. L'on se rappelle de cette histoire de passeport diplomatique vendu au marché Sandaga. De nouveaux passeports diplomatiques en vue. L'ancien ministre et diplomate dégage quelques pistes de réflexion. Pourquoi pas proroger la durée de validité qui est de 3 ans actuellement aux ayants 3 à 5 ans ou 10 ans maximum
pour les dérogations de 2 ans pour les méritants. La CNES souhaite une promulgation des décrets et applications sur le contenu local. Le pétrole et le gaz sont des ressources d'une extrême importance pour la création d'emplois au Sénégal. La Confédération nationale des employés du Sénégal appelle à une meilleure concertation pour une meilleure gestion du secteur. Voyons tout cela avec Aïssatou Gueiba et Amadou Ba. La CNES, dans l'attente des décrets d'application de la loi sur le contenu local, déjà votée par l'Assemblée nationale. L'organisation patronale s'attend à une bonne répartition des revenus issus du pétrole et du gaz pour éviter une malédiction. Le Sénégal va être parmi des pays producteurs de pétrole et de gaz et nous souhaitons éviter, bien entendu, tous les syndromes qu'il y a eu autour du pétrole et du gaz et qui ont causé la perte en tout cas de beaucoup de pays, servir d'exemple. Et dans ces pays, le contenu local a fini, au fil du temps, à dépasser de loin les revenus qui étaient procurés par l'exploitation directe. Le Sénégal, bientôt pays producteur de pétrole et de gaz. Le secteur privé veut sa part de marché. Pour cela, il est invité à faire bloc. Tout cela devrait être reflété dans le cadre des décrets, comme aussi, bien entendu, des questions aussi importantes que la transparence dans l'octroi des marchés, puisqu'il faudra bien que nous ayons comme souci la compétitivité des coûts et des services pour que l'économie du pétrole ne souffre pas aussi d'inflation et que les gens ne se retrouvent pas avec des coûts exorbitants. Au cours de cet atelier, l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique, partenaire de la CNES, insiste sur les opportunités générées par les ressources d'emploi. Vous savez les gars, si on a des pipelines, des gazoducs, si on a des stockages, si on a du gaz dans les industries de la Sénélec, ce sera vraiment beaucoup d'emplois qui vont être créés. Donc il faut voir toute la chaîne des opérations. Donc on peut avoir énormément d'emplois. Peut-être 1 million, c'est peut-être beaucoup, c'est énorme, mais on peut avoir vraiment des centaines de milliers d'emplois qui vont générer. Les premiers barils de pétrole attendus en 2021, le secteur privé national compte beaucoup sur le contenu local pour jouer sa partition dans le développement de ce secteur. Merci beaucoup Aïssatou, la CNES, Confédération des employeurs du Sénégal. Et puis retour sur ce sujet épineux qui est le contrat d'affermage et de distribution de l'eau à Dakar, objet de convoitise de la société Suez et de la SDE. Mais au juste, c'est quoi un contrat d'affermage? Voyons tout cela avec les explications de Aminata Mbaresso. Dans le droit public sénégalais, le contrat d'affermage est défini comme un contrat de partenariat qui lie une autorité publique à un opérateur ou une société privée à qui l'on délègue des services qui peuvent aller de la conception d'un projet à la construction, au financement, à l'exploitation ou même à l'entretien. Dans le cadre de l'appel d'offres relatif à la gestion et à l'exploitation de l'eau au Sénégal, détenu jusqu'à présent par la SDE, le ministère de l'eau constitue l'autorité publique, autrement dit le délégataire de service, Suez ou la SDE, la société privée ou le fermier. Si le contrat d'affermage est validé, la société privée va supporter les frais d'exploitation, l'entretien du réseau pour une bonne distribution en eau, sur la base du prix au mètre cube convenu avec l'autorité publique. Le fermier, c'est-à-dire la société exploitante, va avoir son retour sur investissement. L'autorité publique, pour sa part, gagnera une redevance grâce à la surtaxe sur les factures des surtaxes opérées par l'opérateur privé. Merci Aminata. On en vient maintenant à cette opération de séduction des notaires du Sénégal. Occasion pour nous de nous intéresser à ce métier vieux comme le monde. Maître Victor Gervais Portrait-Mongeard est le premier greffier notaire à être installé au Sénégal, à l'île de Gorée exactement en 1817. Qu'est-ce que le citoyen, quand est-ce que le citoyen doit aller voir un notaire? Financièrement, est-ce qu'ils sont abordables? Voyons le reportage de Fat Bintou Conté. Voilà un métier très méconnu au Sénégal, le notaire. Ce délégataire de puissance publique est un officier qui assure en quelque sorte une sécurité juridique. Le notaire, c'est un officier public institué pour recevoir les actes
auxquels les partis veulent ou doivent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Il y a les notaires titulaires de charge qui sont seuls dans leurs exploitations. Il y a par contre des associations, des sociétés civiles professionnelles qui travaillent au sein d'un même cabinet et il y a le statut de notaire salarié. Voilà. Malheureusement, la population sénégalaise reste sceptique face à ces notaires, d'où l'organisation de ces journées portes ouvertes sur 2 jours pour pouvoir écouter et conseiller les Sénégalais. On ne vient vers nous généralement que dans des moments très difficiles, pour des dossiers de succession, en cas de décès. Et c'est pour ça que les gens ne nous connaissent pas. Donc nous avons initié ces journées portes ouvertes. D'abord la première matinée aujourd'hui, la matinée institutionnelle, pour parler avec nos partenaires directs, que sont la Direction générale des impôts et domaines, la Caisse des dépôts et consignations et toutes les banques qui nous font travailler. Et en premier lieu, notre autorité de tutelle, pour pouvoir recueillir leurs attentes par rapport à notre travail et également leur exposer les problèmes et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Le grand blocage entre eux et les populations est naturellement le coût notarial jugé cher. Nous ne fixons pas nous-mêmes les émoluments qui nous sont payés à l'occasion des actes que nous recevons. Vous le savez certainement, il y a un tarif que l'État a édicté et ce tarif qui décline acte par acte combien le notaire doit percevoir sur chaque type d'acte. Et je pense que si on n'a même pas le privilège de fixer le montant qui doit vous être payé pour une opération, on ne peut pas dire que nous sommes chers parce que l'État connaît la situation du pays et ils ne vont pas fixer des prix exorbitants que les populations ne pourront pas payer. Ils sont 51 dans tout le Sénégal pour près de 15 millions d'habitants et la majorité, près de 42, sont implantés à Dakar au détriment des régions. Le Sénégal, 49e sur le classement de Reporters sans frontières. Un petit pas en avant par rapport à l'année dernière où notre pays était à la 50e place. Un bond en avant qu'il faut quand même saluer selon le bureau de l'Afrique de l'Ouest de RSF, suivant les explications de Koumba Amatlo et Tierno Laurent Bédi. Le Sénégal gagne une place dans le classement 2019 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse du 50e rang en 2018. Notre pays occupe le 49e cette année selon RSF. C'est devenu de plus en plus difficile de faire du journalisme d'investigation. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut retenir. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a comme une sorte de chape de plomb sur les élections maintenant dans beaucoup de pays d'Afrique. Cette chape de plomb se traduit par les perturbations en ce qui concerne l'Internet dans beaucoup de pays d'Afrique, coupure d'Internet, mais aussi perturbation des réseaux sociaux, et l'arrestation de certains journalistes. Malgré d'énormes efforts consentis, beaucoup de défis restent à relever pour un journalisme de qualité. Le Sénégal est 49e pour ce classement-ci. Il a gagné une toute petite place parce qu'il était 50e dans le classement précédent. La position du Sénégal, l'élément principal d'explication que nous avons, c'est le nouveau code de la presse. Ça, c'est un aspect, un argument. Le deuxième argument, c'est qu'il y a eu moins d'exactions sur les journalistes. L'environnement de la presse ne s'est pas très nettement amélioré, mais en tout cas, on n'a pas noté d'exactions sur les journalistes au cours de cette année. Le continent africain, quant à lui, peut se prévaloir d'un score légèrement amélioré cette année, même si le pari n'est pas encore gagné. Il faut aller dans le sens de l'amélioration du code de la presse, qui n'est pas encore promulgué, donc il n'est pas encore trop tard pour bien faire. En quoi faisant? En dépénalisant le délit de presse. Autre chantier sur lequel il faudrait travailler pour améliorer la situation au Sénégal, c'est bien entendu l'adoption d'une loi d'accès, la loi universelle à l'accès à l'information. C'est un autre chantier sur lequel, si le Sénégal s'y engouffre, si on y travaille, on peut améliorer le classement du Sénégal. Pour la première fois, la cérémonie de publication du classement mondial de RSF se tient en Afrique subsaharienne. Lancé en 2002, ce classement concerne 180 pays et vise à promouvoir la liberté de la presse. Et puis un mot de culture avec la 10e édition du Festigrave qui se déroule en ce moment même au Centre culturel d'Outasek. Cette expression artistique à vocation sociale revêt beaucoup de qualités, nous dit Aïssatou Païfal. Il peut être une inscription,
Une peinture réalisée sur un mur, un monument ou même un objet. Le graffiti existe depuis la nuit des temps. Le graffiti, c'est le côté visuel du mouvement hip-hop. Le graffiti, c'est cette forme d'expression qui a raconté l'histoire de l'humanité à travers des figures, à travers des dessins qu'on appelle les peintures rupestres. Les archéologues ont découvert que l'humanité, les premières personnes qui vivaient sur Terre, ils vivaient de la chasse, de la quête et de la pêche. Et ça a traversé les âges. Il sert à communiquer un message. Il a une démarche sociale. Il a une démarche très éducative, qui conscientise, qui sensibilise, qui touche le quotidien de là où il se trouve, que ce soit au Sénégal, au Bénin, à Togo, Kinshasa. On va parler de notre réalité. Et ce qui fait qu'on va parler de la politique. Quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, on va parler de ça. On va parler de l'éducation, on va parler de la santé. On va parler maintenant de ce quotidien où les citoyens ont besoin d'être des patriotes pour se sacrifier pour leur peuple, pour leur pays. Ils ont besoin d'être vraiment des citoyens modèles en faisant des choses qui peuvent vraiment être utiles à leurs prochains. À ce festival, les exposants se disent satisfaits, une meilleure visibilité dans leur travail. Ça nous donne une visibilité à travers le monde. Parce que bon, là, il y a les médias, il y a bon, comme TFM, et bon, il y a d'autres médias aussi. Il y a aussi bon, les réseaux sociaux. Il y a des gens aussi qui viennent visiter le village. Parce que bon, il n'y a pas que nous. Il y a du monde, du matin comme le soir. Le fait que nous exposions ci festival bi, bon, ça va nous permettre vraiment une bonne visibilité. Bon, aussi des partenaires, des relations. Du 12 au 21 avril, panels, expositions vont se succéder pour répondre à certaines interrogations sur le graffiti. Merci beaucoup Aïssatou pour ces belles couleurs. Et puis un mot sur l'actualité internationale. Au Mali, l'Assemblée nationale va examiner demain une motion de censure et pour la première fois, opposition et majorité malienne se déposent en même temps une motion de censure en vue d'une destitution du Premier ministre. Tous les scénarios sont possibles à Bifay. Au Mali, pour une première fois, une motion de censure contre le Premier ministre anime les débats. À l'initiative, l'opposition et la majorité s'accordent pour donner un ultimatum de 48 heures à Soumaïlou Boubèye Maïga, le chef du gouvernement. Elle lui reprochant le manque de résultats dans la lutte contre l'insécurité, son incapacité à faire front social, la grève des enseignants laissant le spectre d'une année blanche dans ce pays, ainsi que son refus de venir à l'Assemblée nationale pour s'expliquer devant les parlementaires, malgré l'appel de plusieurs députés. Et dès ce vendredi, date butoir, on s'interroge si cette motion a-t-elle une chance de passer, mais pour que le Premier ministre soit démis, il faut que le texte rassemble la majorité des tiers, soit 98 députés sur les 47 que compte l'Assemblée. CAN U17 2019 Tanzanie, la Guinée renverse le Sénégal, une défaite 2-1 pour les Lionceaux qui n'ont plus leur destin en main, nous dit Cheikh Sadibou Diarra. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans n'a plus son destin en main à la CAN Tanzanie 2019. Après un nul pour leur entrée en lice, les Lionceaux ont perdu face aux Guinéens lors de leur deuxième sortie dans le groupe B. Face à la Guinée, tout avait pourtant bien débuté. Samba Diallo met sur orbite le Sénégal dès la 10e minute d'une frappe de gauche à l'entrée de la surface. Une avance gardée jusqu'à la 33e minute, moment de l'égalisation des Guinéens. La Guinée est réduite à 10 au début de la seconde période. Toutefois, le Sénégal n'en profite pas. Mélangeant vitesse et précipitation, les protégés de Malick Daaf vont buter sur le bon gardien guinéen. Ils sont même à leur tour réduits à 10. La Guinée bénéficie de la tournure de la rencontre et s'impose finalement 2-1. Une victoire renversante des Guinéens qui se hissent à la deuxième place du groupe. Les cadets sénégalais bons derniers sont condamnés maintenant à battre le Cameroun, espérer un résultat favorable dans le match Guinée-Maroc lors de la 3e journée ce dimanche. Les U17 camerounais ne sont pas dans cette tourmente.
Ils ont décroché leur deuxième succès dans la compétition, synonyme de qualification en demi-finale, face aux Marocains incapables encore de garder leur avantage au score. Merci beaucoup, cher Sadibou Diarra. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain cher Tidiane Diao pour le journal de 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Bonne fête à toute la communauté chrétienne et bon week-end pascal sur la télévision Futur Média. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit.